Alors, mon cher Pierre-Yves, je nous ai préparé quelques petits graphiques. Je vais ajouter ceci à la scène parce qu'on observe un phénomène assez troublant sur les marchés, les sociétés de qualité. Et je le répète à longueur d'édito ces dernières semaines. Donc, ceux qui lisent cet édito auquel ils peuvent s'inscrire gratuitement. Savent que, voilà, je reste perplexe devant le fait que les valeurs de qualité sous-performent. Alors, on sait que ce sont des épisodes plus ou moins durables, et de mon point de vue, mais tu vas nous dire ce que tu en penses, euh, ce sont des épisodes qui constituent des opportunités. Pourquoi? Parce que dans la durée, et d'ailleurs c'est toute la méthodologie de nos sélections élites, on sait que la qualité prime. Et quand on parle de qualité, c'est la force du modèle économique. Et une façon d'évaluer la force du modèle économique, c'est de voir la capacité d'une entreprise à faire progresser son dividende d'année en année. En l'occurrence, là, on a créé une forme d'indice qui repose, ou qui intègre les 52 entreprises de la cote européenne parmi les grandes capitalisations qui ont fait progresser leurs bénéfices depuis au moins 15 ans. Donc vraiment des modèles économiques plutôt résilients, et on voit que depuis 2016, et en fait depuis 2015, là on est sur 10 ans, eh bien l'approche par la qualité a permis de surperformer. Donc ça, c'est la photographie sur longue période. Sauf que si on établit un ratio donc de cet indice, on va dire qualité par le dividende, rapporté au stock 600, on voit que en fait depuis 2020, eh bien c'est plutôt la sous-performance qui l'emporte. Donc ça interroge. On va revenir sur les facteurs qui peuvent expliquer tout ça. Et on voit que ça s'accélère, puisque là, on a un graphique depuis octobre 2023, donc sur 2 ans. Eh bien, en bleu, vous avez le stock 600 et cet indice des 52 sociétés européennes qui ont su faire progresser, donc au moins durant les 15 dernières années, leurs dividendes. Et on voit que la sous-performance est de plus en plus criante. Alors, moi, j'ai la faiblesse de croire que ça constitue une opportunité, mais peut-être que je me trompe, peut-être que le marché nous envoie un signal. Est-ce que c'est un signe annonciateur de remise en cause de certains modèles économiques ou pas, selon toi? Non, non, mais ça nous laisse quand même un petit peu perplexes. Ce qui a attiré notre attention, c'est ce dernier, graphique qui montre le décrochage qui semble accélérer des valeurs de qualité par rapport aux autres. Et alors la notion de valeur de qualité, elle est discutable à l'infini. Le mode que nous avons retenu, donc cette capacité à toujours augmenter le dividende, au moins depuis 15 ans, parce que c'est le critère. Donc Oui, on et a des c'est affaires année après année, c'est pas exactement. encore une fois, Donc on a c'est des tous les entreprises ans une augmentation, qui ont pratiquement 20 ans de progression de dividendes. Donc ça, c'est la démonstration absolue de la solidité d'une entreprise, parce que je rappelle qu'à terme, on est plus riche du cumul et de la composition des dividendes que nous pouvons être riches d'une accélération du cours de bourse, puisque le cours de bourse est sujet à volatilité, le dividende ne l'est pas. Donc pour un investisseur, c'est ce critère qui compte. Or, ce critère n'emporte pas l'adhésion là sur la période récente qu'on va qualifier au moins depuis un an et peut-être un peu plus si suivant la façon dont on veut lire la courbe rose ici. Donc cette courbe rose, c'est bien 52 entreprises pondérées de la même façon, de façon équilibrée, de façon à ne pas avoir une entreprise qui dominerait le sujet. Donc, Oui, très tu dis mauvaise c'est surprise. équipondéré. Équipondéré, cherchez le terme, merci. La, 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 Le sujet qui vient à l'esprit, c'est que quand on n'est pas dans des valeurs de qualité, c'est qu'on est prêt à prendre du risque. On est prêt à prendre du risque quand le coût de l'argent
est bas ou s'oriente vers un moindre coût. Autrement dit, la dynamique du coût de l'argent peut intéresser les gens. Donc la réponse à ce paradoxe, c'est probablement de se dire que l'orientation de la Banque centrale américaine est quand même de couper les taux, même si ça pourrait être moins ample que ce qui fait rêver les marchés, et que donc les investisseurs vont sur la ligne bleue, là, c'est-à-dire qu'ils vont sur le marché, ils vont sur la prise de risque et se désintéressent pour l'instant de la courbe rose. Ce propos est quand même un petit peu limité parce que quand les taux sont montés brutalement en 2022, vous vous souvenez qu'on a une phase d'inflation, donc il a fallu remonter les taux. Les mêmes investisseurs n'étaient pas tellement intéressés de revenir dans les valeurs dites de qualité parce que je rappelle qu'elles ont comme singularité d'être chères en termes de multiples et quand les taux montent, c'est plutôt pas une bonne nouvelle sur les valeurs chères. Donc, la théorie des taux sur l'histoire récente ne tient pas. Évidemment, on peut la projeter sur l'histoire en cours. Et le point un peu amusant du tableau présenté par Vincent, là, cette ligne verte, c'est que le point d'inflexion, c'est la découverte du vaccin Covid. Au moment de la découverte du vaccin, les marchés reprennent du risque, donc se désintéressent relativement de ces valeurs de très grande qualité et courent vers la prise de risque. Et donc, cette prise de risque n'a jamais été interrompue, même par la remontée des taux de 2029 que je citais tout à l'heure, en relatif, hein, puisque ça, c'est la courbe des valeurs de qualité divisée par le stock 600. Donc, élément de perplexité, mais la conviction la plus profonde, c'est que l'argent parle, et l'argent qui parle, c'est l'argent qu'on a dans la poche, c'est le dividende. Tout le reste n'est qu'espoir. Donc, inévitablement, la gravité revient vers les valeurs de qualité qui payent ces fameux dividendes. Donc, on est extrêmement confiant à dire qu'à la date d'aujourd'hui, il y a une opportunité de marché à venir vers ce type de papier, en faire un investissement, donc se projeter dans le temps et s'il vous plaît, pas à 6 mois, mais un peu plus long. Donc préparer son futur en termes de qualité d'investissement. Et donc effectivement, ce Alors, tableau-là, vas-y. oui, parce que justement, ce qui rend confiant, c'est aussi la capacité à poursuivre ces progressions de dividendes, parce Mmh. que, encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, on le sait. Sauf que là, l'historique plaide tout de même, et ce qui rassure d'autant plus, c'est que on a des rendements du free cash flow au sein de ces entreprises qui Voilà, autorisent tout de même à penser que la poursuite de cette progression des dividendes ne va pas être contrariée dans les années qui viennent. voilà. Alors le free cash flow, pour être précisé, il y a beaucoup de définitions de free cash flow, mais c'est bien ce qui reste pour soit investir plus, soit rendre l'argent aux actionnaires. Donc pour les entreprises concernées, la marge entre l'excédent de richesse produit annuellement et ce qui sort sous la forme d'un dividende est assez considérable, on le voit dans ce tableau-là. Il y a pour un rendement de 3%, on a un free cash flow de l'ordre de 3,5 voire 5. Donc on est très très confortable. Alors, Ces je vais entreprises n'ont revenir. aucune, pardon, peuvent maintenir Vas-y. non seulement un dividende, mais un dividende en croissance. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ah, parce qu'on on est sur des pourcentages, donc ça éteint l'information principale, c'est que ça monte tous les ans. Je reviens aussi sur le graphique vert, celui-ci, parce que certes, on a eu une prise de risque accrue à partir de l'espoir de la résolution de la crise sanitaire par le vaccin. En tout cas, c'est ce qui a motivé le marché, hein. Et puis après, la prise de risque a été amplifiée par la thématique de l'intelligence artificielle, puisque là encore, on a eu une sorte de d'Eldorado. Enfin, on verra si Oui, c'est bien un Eldorado, mais c'est comme ça que fonctionne la c'est vrai. psychologie des investisseurs, c'est qu'ils ont rêvé d'un Eldorado, d'un nouvel Eldorado, et pour certaines entreprises, c'en est réellement un, hein, puisque Mm. on a tous en tête les résultats extraordinaires de Nvidia, hein, des progressions fantastiques. Et ça, évidemment, ça invite à se détourner aussi des valeurs de qualité qui semblent plus plan-plan, mais qui ont le mérite
voilà, de se montrer à la hauteur des attentes. Et là, on verra si sur la thématique IA, tout le monde reste à la hauteur des attentes. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, ça joue bien évidemment à mon sens, hein, dans la prise de risque maximale qui amène à se détourner des valeurs de qualité. Je ne sais pas si tu fais le même raisonnement que moi ou Aligné. nous sommes alignés. Alors, puisqu'on parle de l'IA, ça nous amène évidemment à parler des États-Unis et il n'y a pas une émission qui ne fait pas allusion. Bon, on a déjà discuté et on ne va pas s'apesantir dessus sur bon, la thèse qui est un peu la mienne, hein, mais je crois que tu souscris, c'est que la question de l'inflation n'est pas complètement évacuée outre-Atlantique et que, en gros, l'impact des droits de douane se verra dans les chiffres, alors que l'inflation est d'ores et déjà plus visqueuse, plus collante que on l'imagine et que ça embête la Fed. Et l'idée, c'est que, bah oui, la Fed est engagée dans un assouplissement monétaire, mais un assouplissement monétaire qui pourrait être suspendu tout de même en raison de la résurgence des tensions inflationnistes. Et donc, on a un peu une Fed qui se retrouve coincée. J'ai mon ordinateur qui glisse, pardonnez. Alors, ça nous amène aux États-Unis parce que on va pas revenir sur cette question de l'inflation. Je pense que ton point de vue n'a pas changé non plus. Non, 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 aligné aussi. Mais j'aimerais qu'on parle des oukases trumpiennes, puisque en fait, notre ami Donald Trump nous en a fait une nouvelle. Mais alors, c'est pas ce graphique-là que je voulais afficher. Je vais mettre celui-ci. En fait, que se passe-t-il? Bon, alors il faut qu'on le mentionne, les droits de douane de 100% qui seraient infligés aux entreprises pharmaceutiques, mais attention, il y a des exclusions, donc ça on va y revenir. Et la question que j'aimerais aborder tout d'abord, c'est celle de la politique migratoire, parce que ça semble avoir tout de même un impact assez notable sur les entreprises européennes qui sont exposées aux États-Unis. Alors, on a deux phénomènes, hein. Ce sont les raids de l'ICE, hein, c'est-à-dire les services douaniers qui opèrent des descentes pour reconduire à la frontière des gens et bien souvent des gens qui travaillent. Donc ça, c'est le premier sujet. Et on a le fameux H-1B, qui est le visa de travail, dont le prix est décuplé. Mmh. Et ça va pas être sans incidence parce que le prix est porté à 100 000 $. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier pour une partie de la côte européenne et quel impact, puisqu'on le devine négatif, ça peut avoir? Alors, il faut savoir qu'il y a un petit nombre d'entreprises qui est fondé sur un modèle de service, à très bas avec des salariés à très peu onéreux. Donc c'est du service de restauration principalement, mais donc qui affiche des équipes, formidables en taille, on voit c'est pratiquement 600 000 personnes, hein, on a du mal à imaginer ces chiffres-là, et dont les principales zones géographiques sont les États-Unis. Alors ça concerne donc le Sodexo qu'on connaît bien en France, Compass qui est encore plus grosse. Ça concerne aussi cette réflexion sur la taille des effectifs aux États-Unis à une société qu'on connaît bien comme étant une excellente entreprise de distribution alimentaire, donc qui s'appelle Ahold, et puis une société qu'on connaît un peu moins, qui s'appelle Securitas, mais qui elle aussi a besoin d'un personnel extrêmement ample pour donner du service qui a, comme on dit, un homme et son chien, hein, dans le service de sécurité. La singularité de ces entreprises, c'est qu'on le voit, les salaires annuels sont très faibles, donc le recrutement est largement aussi dans la population immigrée, avec ou pas de carte verte. Et donc, ces très vastes entreprises aux États-Unis sont en danger de voir leur staff être sous pression du contrôle de l'immigration, ce qui déstabilise profondément les équipes. Soit les gens n'ont pas leurs papiers
et se cachent, soit ils ont leurs papiers et ils sont susceptibles d'être arrêtés quand même pour contrôle. Donc, au total, c'est rapidement très, très déstabilisant. Encore une fois, on parle de chiffres colossaux, hein. Ce sont il y a deux dimensions dans le mot colossal. Il y a la taille de ces équipes aux États-Unis. En gros, si le chiffre d'affaires est de 70% en Amérique du Nord, c'est plutôt aux États-Unis. Et 70%, c'est-à-dire que 70% du personnel, grosso modo, est américain. Donc, on voit bien qu'on parle de 400 000 personnes potentiellement. Aucune entreprise n'arrive à gérer en temps réel les coûts de boutoir qu'appliquent les services de contrôle d'immigration aux salariats. Et c'est un salariat qui n'est pas équipé pour se défendre, donc il a plutôt tendance, encore une fois, à se cacher plutôt qu'être sur poste de travail et défendre ses droits. Donc on pressent que ces entreprises sont quand même déstabilisées par ces incursions dans leur bureaux, dans leurs effectifs, dans leurs sites. Et on n'a pas de clarté sur le fait que ce personnel soit remplaçable. Parce qu'a priori, ces jobs bas de gamme sont remplis par d'autres personnes qui auront les mêmes difficultés d'insertion en termes de documentation vis-à-vis du droit du travail, enfin du droit américain. Ça, c'est pour les jobs bas de gamme. Mais est-ce que Oui. finalement, les entreprises avec des emplois plus qualifiés ne sont pas également à la merci, finalement, des coups de boutoir de l'administration Trump en la matière? Si, et c'est donc le côté un peu étonnant, donc le fameux visa, en gros pour des experts, donc a été rehaussé d'un facteur 10, comme l'a dit Vincent. Et là, ça vient percuter un très grand nombre d'entreprises européennes, on en a compté plus d'une cinquantaine, qui sont très bien implantées aux États-Unis, qui ont des développements techniques de haute volée, et pour ce faire, doivent avoir un flux constant de gens qui arrivent avec diplômes internationaux, mais surtout de réelles compétences en matière en gros, de développement technique. Ce sont des ingénieurs que ne produisent plus les Américains, que ne produisent pas davantage les Européens, et ce sont donc des ingénieurs indiens pour une très large partie, un peu sud-américains et historiquement beaucoup chinois, un peu moins maintenant du fait des soupçons qui pèsent sur eux. Donc, cette capacité des entreprises européennes à livrer leurs prestations aux États-Unis dans l'accompagnement de projets pour une clientèle américaine est profondément remise en cause. Pensons à un cas très évident, il s'appelle Capgemini. Capgemini a toujours eu de très grosses équipes américaines. Certes, ils ont toujours eu de très grosses équipes indiennes, mais c'est deux niveaux de prestations différents. Le Capgemini américain est un consultant, hein, c'est un BCG, c'est un Pricewaterhouse, et vous appelez ça comme vous le souhaitez. Donc, ils ont besoin de ces compétences. Alors, évidemment, le Capgemini américain a les mêmes difficultés désormais de recrutement que peut l'avoir un BCG que je viens de citer. Mais le point qu'on soulève tout bêtement, c'est qu'on ne pense pas que les affaires européennes soient victimes de cette affaire de visa. Si, et ça concerne de très grandes entreprises. Pensez à la pharma. La pharma a plié le genou face à Trump en matière d'installation de- d'usines Moyen de de production. production de médicaments aux États-Unis. Pour ce faire, il faut là aussi du salarié haut de gamme pour assembler l'usine, pour mettre en route des process. Et évidemment, les grands groupes pharmaceutiques européens vont déplacer des équipes qui vont venir d'Europe pour assembler ces usines. Et on sait à quel point ça peut être dangereux, puisqu'on a vu une expérience de ce type-là avec les Coréens qui avaient dépêché un grand nombre d'ingénieurs pour accélérer l'implantation d'une usine aux États-Unis, et tout le monde a été embarqué au sens premier du terme. Donc compliqué. Donc, donc compliqué, et on peut s'attendre tout de même à un impact notable pour certaines entreprises, parce que ce qu'on dit tout de même là, c'est que pour nombre d'entre elles, trouver du personnel américain adéquat n'est pas toujours aisé en fait. Pas possible. Donc c'est une remontée des prix. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est que les salaires vont réaugmenter. Et le Wall Street Journal a fait un calcul qu'on n'est pas allé vérifier, mais bon, on leur donne tous les crédits qu'il faut. C'est que pour que pour qu'une entreprise lambda fasse venir un étranger avec les 100 000 euros
de visa, il faut que son salaire tourne autour de 250 000 euros et que la personne reste au moins 3 ans. Donc ça permet de qualifier un petit peu les calibres des gens qui sont requis et ils ne se trouvent pas du jour au lendemain sur le territoire américain, ça c'est clair. Donc les salaires vont remonter. Tu as dit 100 000 euros, mais en l'occurrence, c'est 100 000 Pardon. dollars hein, pour le visa. Mais bon, on a compris l'idée. Donc, il faut s'attendre tout de même à ce que ça mette un peu sous pression les groupes européens et on pourrait avoir un impact sur les marges. Donc, Oui, alors la difficulté va être de le mesurer. Pour un groupe comme Capgemini qui a une bonne partie, j'ai plus les chiffres en tête, de son activité américaine, seule une partie de cette activité américaine va être concernée, donc ça aura un impact sur les marges, mais ça risque de se diluer un petit peu dans l'ensemble. Et on dépend de la transparence des entreprises en matière de communication sur ce sujet. On peut faire le pari qu'elles ne le seront pas. Elles n'iront pas chercher engager une discussion avec l'administration américaine là-dessus. Elles vont baisser la tête. Donc elles ne seront est-ce que tu probablement pas penses que ça va transparentes. donc peser sur les cours des entreprises concernées ou non? Pour l'instant, nous, on est en mode spéculatif. On n'a pas d'indication dans la communication d'entreprise qu'elles ont ce sujet. Je pense qu'il faut qu'elles stabilisent leur propre pensée. C'est assez brutal et très récent, hein, cette affaire de visa H-1B. Je ne serais pas étonné quand même qu'il y ait des quelques premières allusions dans les publications du troisième trimestre. C'est-à-dire que dans les publications relatives au troisième trimestre, évidemment rien. En partant, par contre, en projection sur les coûts au titre du quatrième trimestre, peut-être. Petite incise à propos des groupes pharmaceutiques auxquels je faisais référence tout à l'heure. Donc, en gros, instauration de droit de douane de 100% sur les médicaments de marque ou brevetés à compter du 1er octobre 2025. Alors, il y a deux exceptions qui sont prévues, si je ne m'abuse, je parle sous ton contrôle. Euh, les produits pharmaceutiques pour lesquels les entreprises ont déjà commencé à construire des capacités de production aux États-Unis. Et puis, on aurait également les médicaments génériques ou biosimilaires qui seraient épargnés. Est-ce que ça veut dire tout de même que la pharmacie n'est pas investissable en ce moment? Je comprends, enfin, très sincèrement, je comprends pas. Et puis, on n'a pas, sur cette disposition toute récente, là, on n'a pas de clarté parce que, en ce qui concerne les valeurs européennes hors Suisse, Mhm. il s'est dit que le taux de 15% retenu pour les exportations européennes vers les États-Unis s'appliquait. Il y a encore pas si longtemps, ça ne concernait pas la pharmacie. Mais maintenant qu'il y a un taux à 100% nouvellement créé, le 15% s'appliquerait. Mais franchement, on ne sait pas. Et les entreprises communiquent pas non plus. C'est un petit peu surréaliste. Je constate, c'est le drame de notre métier, c'est qu'on regarde ce que pensent les autres au travers de l'évolution des cours de bourse des groupes de pharma, et ils n'ont pas particulièrement souffert, sauf un peu plus Novo, puisque Novo fabrique effectivement en Europe. Mais même avant cette information, enfin cette nouvelle expression d'un droit de douane sur la pharma, on n'avait pas de clarté sur la distribution industrielle de Novo. Donc, je ne sais pas, ce qu'on a cru comprendre, c'est qu'il n'y a pas un dirigeant d'entreprise pharmaceutique européenne qui n'ait pas une pioche à la main pour montrer au gouvernement américain qu'il est en train de faire des trous et d'installer une usine. Donc c'est enfin, c'est une tartufferie, mais ça, le marché a l'air d'être prendre ça de façon un petit peu détendue. Bon, alors espérons que le marché voit clair une fois de plus. Parlons un petit peu maintenant On va changer de sujet. On va parler d'un secteur qui marche, celui des métaux et mines. Mmh, Avec récemment. oui, récemment. Mais on voit tout de Voilà. même que le rebond est assez sensible. Effectivement, Alors, vous aviez défendu le secteur tout de oui. même, chers amis, lorsqu'il était voué aux gémonies par les investisseurs. Bon, eh bien, on voit que ceux-ci reviennent à de meilleures dispositions à l'égard de celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que c'est le début d'un cycle ou pas?
Je Non, te laisse la parole. non, non, je crois pas. Alors, on a eu ce cycle extraordinaire d'accélération de la position de la Chine comme usine de la planète. Là, on parle des années 2010-2015, et puis une belle correction à peu près à ces moments-là aussi. Là, je pense qu'on parle de la baisse des taux qui, qui redonne un peu d'oxygène aux sociétés des secteurs matières premières de façon générale. Et ça, comme on le dit tout le temps, ça Mmh. recrée de l'espoir. Il y a cette baisse des taux et puis il y a cet étonnant cycle d'investissement qui n'est pas chinois, même si les Chinois semblent ne pas vraiment lever le pied, mais qui est très américain. Donc ça, c'est évoqué à répétition dans tes émissions, hein, cette idée que l'IA consomme beaucoup finalement de biens d'investissement et que ça descend dans la chaîne de valeur. Donc on finit par conclure que même les fabricants d'acier font des toits pour les data centers. Je force le trait, mais c'est pas complètement impossible qu'il y ait une sorte de demande supplémentaire d'un territoire qui n'était pas perçu comme investisseur, et ça s'appelle les États-Unis, et qui paye n'importe quel prix pour être livré rapidement. Donc, c'est bon pour, d'une façon générale, toutes les matières premières, surtout celles qui ont subissent des cycles de transformation un peu importants. Donc, on parlait peut-être un peu moins d'acier, parler un peu plus d'inox, par exemple, dans ce type de réflexion. Mais derrière ça, il y a aussi toute la saga du cuivre qui a été longtemps la mode, a été un peu abandonnée et revient sur la double thématique, évidemment des data centers, mais surtout la poursuite de l'électrification, qui est très, très fortement engagée, notamment en Chine. On a trop fait abstraction de la volonté politique des Chinois de transformer leur production d'énergie d'un espace charbon à un espace vert. Ça se fait à un rythme d'enfer. Et évidemment, il faut beaucoup de cuivre, hein. Le transport d'électricité, la transformation de l'électricité est extraordinairement consommatrice de cuivre. On a beaucoup pensé à la voiture, mais c'est vraiment l'électrification du monde au quotidien de la Chine qui fait cette demande. Et donc tous les groupes du secteur métaux, en fait, hormis ceux qui sont vraiment des groupes d'acier comme Thyssen ou comme Arcelor, tous les autres ont une exposition cuivre plus ou moins prégnante. Et donc on est sur une spéculation sur la demande de cuivre et le retour de cette grande réflexion sur le fait qu'il n'y aura jamais assez de cuivre. On entend régulièrement des prises de position comme celle-là, notamment de la part de grandes banques américaines qui, évidemment, ont accumulé des options sur le cuivre avant de se commettre sur le sens de l'histoire. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer, plus le fait que certaines de ces très grandes entreprises ont décidé de se rapprocher, et donc ça a engendré un mouvement de spéculation supplémentaire. Et là, je parle notamment de l'accord trouvé entre Anglo-Américaines, côté en Europe, côté à Londres, et Tech, TECK, canadien, côté en Colombie-Britannique, si je me souviens bien. Et donc, les deux sont à peu près de taille similaire, se rapprochent pour faire affaire, notamment sur le cuivre. Voilà qui a donc relancé la spéculation. Le potentiel de hausse est formidable, hein, sur ce secteur, sur les valorisations telles que nous les manipulons, qui n'ont pas beaucoup changé depuis plusieurs mois. Bon, il nous reste encore, en dépit de cette accélération, 30% de potentiel. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, donc est-ce qu'on est sur un changement, sur un grand cycle d'investissement? Non, parce qu'on est persuadé, encore une fois, consécutivement à cette discussion sur l'IA, que ça va s'arrêter, ça va se ralentir, et donc il y aura un contre-feu sur les matières premières. Voilà, et que cette phase-là, elle est pas éternelle. Elle peut durer un an et demi, j'en sais rien, mais elle n'est pas éternelle. Bon. Donc, si je fais la synthèse de tout ce qu'on s'est dit, c'est que tout de même, le point important, c'est que la qualité aujourd'hui n'est plus en cours ou en odeur de sainteté auprès des investisseurs. En fait, ça a commencé depuis 2020, que la prise de risque, pardon, qui est favorisée notamment par la politique monétaire et également, comment dire, attisée par les espoirs de gains
qu'entretient la thématique de l'IA est préjudiciable pour le moment aux valeurs de qualité, mais Mmh. si on se réfère à la capacité de ces entreprises, si on prend comme critère d'évaluation de leur qualité le dividende et la capacité de ces entreprises à faire progresser ce dividende, et bien là, on a une opportunité Absolument. manifestement, Oui. Ah à oui. condition de se donner du temps, encore une fois, et de raisonner plutôt comme un investisseur et moins comme un trader ou un spéculateur. Il faut dire les choses comme ça. Exactement.